Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci de rester fidèles à Parler Politique sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Migrants africains, quel agenda pour les dirigeants africains? C'est le thème de notre débat de ce soir. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que l'actualité des migrants soit au centre de tous les traitements journalistiques. La question migratoire est au centre de la politique intérieure européenne. Le récent sommet de l'Union européenne à Bruxelles est là pour en témoigner. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il en est des dirigeants africains? C'est de cela que nous avons choisi de débattre ici ce soir à Parler Politique avec des invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Rebonsoir madame, rebonsoir mademoiselle, rebonsoir monsieur. Parler politique, 10e numéro, migrants, quel agenda pour les dirigeants africains? C'est le thème que nous avons choisi d'aborder ce soir avec des invités à ma gauche. Je voudrais saluer une fois de plus le docteur Christian Wali. Il est géographe, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci une fois de plus de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour la première fois sur ce plateau de Parler Politique, un journaliste, Alain-Georges Banasoubek. Il est journaliste, je viens de vous le dire. Il est directeur de publication d'une revue qui paraît sur la place de Libreville. Il est spécialiste de ces questions qu'il traite dans sa propre revue et dans d'autres médias également. Alain-Georges, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être de notre ici à la belle télévision et à Parler Politique. C'est moi. Voilà. Nous allons donc parler de ce sujet sur les migrants et la problématique des migrations africaines en Europe en particulier. Mais avant cela, plantons ce décor avec ce reportage de nos confrères de la télévision française, France 3. L'Aquarius se réveille toujours bloqué en pleine mer. Pour nourrir les 629 migrants, des premiers vivres, des fruits, du pain ont été envoyés de Sicile par la marine italienne. De quoi déjeuner, patienter encore un peu sur le pont du navire. Sur place, la situation sanitaire est encore stable, mais le temps presse. L'Aquarius devrait être rejoint par une escorte italienne dans la journée, selon SOS Méditerranée. Rome planifie de transborder les rescapés plus tard sur des navires italiens, après quoi nous mettrons le cap ensemble sur Valence. Malte et l'Italie refusent depuis 3 jours d'accueillir les migrants. L'Espagne est le seul pays à avoir accepté de les secourir, se féliciter de son côté leur ministre des Affaires étrangères. C'est une décision personnelle prise directement par le Premier ministre. Nous avons décidé d'offrir un port sûr, en accord avec les lois internationales, pour sauver ceux qui sont en danger. En France, seul le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, s'est dit prêt à accueillir le bateau. Mon avis est qu'il serait naturel d'ouvrir un port corse pour porter secours à ces personnes en détresse. Le gouvernement français reste prudent. La ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, affirme que le problème est plus large. Dans l'Assemblée de Corse, dit qu'il aurait été prêt à ouvrir un port en Corse. Là aussi, à plusieurs jours de mer, donc on y revient. Je dirais, on n'est pas là pour faire la compétition des belles âmes. On est là pour essayer d'être les plus efficaces possible. Parmi ces passagers, des femmes enceintes, des enfants et des blessés. Tous devront attendre encore quelques jours avant la fin de leur calvaire. L'Aquarius devrait arriver en Espagne en fin de semaine. Voilà, nous avons suivi ce reportage de nos confrères de la télévision française pour planter ce décor. Je voudrais vous proposer d'examiner ce sujet. Il est trop vaste, trop important et d'ailleurs historique, tant si bien que ce n'est pas en 60 minutes ou en 52 minutes que nous pouvons éplucher tous les éléments qui concernent le dossier des migrations. Je voudrais néanmoins vous proposer d'évoluer avec d'abord en regardant le contexte et l'explication du phénomène migratoire. Et ensuite, nous essaierons d'analyser un peu les enjeux de la question migratoire. Et enfin, nous essaierons de voir quelles sont les approches africaines en la matière, et notamment quand on regarde nos dirigeants. Et je voudrais donc immédiatement vous poser la question. Je commence peut-être par le journaliste que vous êtes, Alain-Georges. Quel est le premier commentaire que vous avez par rapport à cette situation que les migrants de l'Aquarius ont vécu et ceux des Lifeline viennent de vivre? Quelle est votre propre réaction par rapport à cela? Mais je pense que c'est
C'est une réaction qui suscite le pathétique. Hein. C'est une situation pathétique, même à la lisière, à mon avis, de la tragédie. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que nous allons toujours solliciter, on va solliciter la magnanimité, la générosité des États européens, notamment d'accepter que ces navires accostent dans leur ville pour recueillir ces migrants qui viennent pour l'essentiel de l'Afrique et qui viennent des pays qu'on connaît très bien, avec tout un réseau huilé des passeurs qui essaiment un peu partout dans le désert du Sahara, en Espagne, au Maroc, et qui justement facilitent ce flux de migrants qui de plus en plus alimente l'actualité et suscite l'émotion mondiale. Le problème est un problème fondamental, c'est un problème profond qui nécessite que l'on réfléchisse sérieusement sur les voies et moyens et les mécanismes pour pouvoir, pour ainsi dire, arrêter cette saignée. Et nous allons justement essayer de voir comment on peut réfléchir et apporter notre modeste contribution au débat. Mais je voudrais me tourner vers le docteur Christian Wali, dont c'est le dada, carrément en matière, c'est un géographe mais qui est pratiquement intéressé par ce problème de migration. Je voudrais déjà vous demander, durant toute cette tragédie de l'Aquarius et même de l'Afrique, on a entendu beaucoup de voix, européennes en particulier. Et ça a même failli emporter le gouvernement allemand d'Angela Merkel. Ça a même failli créer une crise diplomatique entre l'Italie et la France. Mais en Afrique, silence radio. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bien, merci. Mais il y a une explication simple. L'explication, c'est que lorsqu'on regarde ce reportage et qu'on voit bien les événements tels qu'ils se sont déroulés, ça rend compte de deux éléments importants. Pourquoi ça agite l'Europe? Parce qu'en réalité, l'Europe se rend simplement compte que les politiques qu'elle a mises en place jusqu'à présent, partant de Schengen jusqu'à ce qu'on a appelé la politique d'externalisation des frontières européennes, qui ont abouti finalement au fait que les migrants de manière générale et les réfugiés soit doivent repartir dans les pays où ils sont rentrés en premier sur le territoire européen, montrent leurs limites. Ces politiques montrent leurs limites. En réalité, nous sommes dans une crise diplomatique européenne qui n'engage pas le reste du monde, entre guillemets. On verra bien qu'effectivement, on est intéressés, nous les Africains. La deuxième chose que cette crise montre, c'est qu'en réalité, nous sommes face à des crises politiques internes. Si vous observez bien le débat tel qu'il est mené entre les Européens, il y a d'une part une négociation européenne en termes de gestion des flux migratoires, mais cette gestion, au fond, les Européens ne se parlent pas entre eux. Les Européens parlent à leurs opinions internes. Les Allemands parlent aux Allemands, les Italiens parlent aux Italiens, les Français parlent aux Français. Quand Emmanuel Macron refuse d'accueillir l'Aquarius, mais il est d'abord dans une politique éminemment française. Son message est en direction des citoyens français. Et vous faites bien de rappeler qu'il y a une crise profonde en Allemagne. Mais pourquoi? Parce que le fait migratoire est devenu un enjeu de politique interne au sein du gouvernement allemand et des politiques allemandes. Et donc, en réalité, si on n'a pas entendu les Africains, c'est bien parce que ce qui se passe en ce moment, c'est une crise diplomatique et une crise politique européenne. Il faut quand même rappeler des faits. En réalité, on parle de la crise migratoire. Il n'y a pas de crise migratoire. Ah oui, parce que j'ai même envie de poser la question, pourquoi on parle des crises? Il n'y a pas de crise migratoire. Crise migratoire, ça supposerait que entre les 5 dernières années, qu'il y a eu une explosion des migrants qui soient arrivés en Europe. Les statistiques montrent que c'est faux. Bien au contraire, il y a une régression. Bien, on parle d'une crise d'accueil des migrants. Là également, si c'est une crise d'accueil des migrants, ça veut dire que les États européens ne sont plus en capacité d'emmagasiner le nombre de personnes qui arrivent sur leur territoire. Mais le fait est que s'il y a une diminution du nombre de personnes qui arrivent sur leur continent,
eh bien, on ne peut pas parler de crise d'accueil. C'est pour cela que moi, je pense et fondamentalement convaincu que nous sommes dans des crises politiques parce que les Européens ont des enjeux politiques internes. N'oublions pas que ce profil, disons, les élections européennes et la question migratoire va être l'une des questions centrales des partis politiques européens dans la conquête des sièges au Parlement européen. Et donc, chacun a intérêt en Europe à surjouer la fameuse crise migratoire, la présenter comme le danger, la brandir comme étant l'élément déstabilisateur et déstructurant de toute la société européenne. Mais si vous vous rendez bien compte, les acteurs politiques européens parlent aux Européens. Ils ne parlent pas à d'autres personnes qu'aux Européens. C'est pour cette raison qu'à mon sens, on a l'impression que, c'est pas une impression, c'est une réalité, c'est que les Européens s'agitent et nous, les Africains, notamment nos leaders se disent, en réalité, c'est une question qui se passe chez eux, sur le territoire européen. Si nous prenons l'affaire et que nous la ramenons sur le continent, mais ça peut créer justement un autre débat, justement à l'opinion africaine qui, peut-être, pour nos leaders, n'est pas suffisamment préparée justement à affronter cette question telle qu'elle est présentée actuellement en Europe. Oui, mais justement, je voudrais me tourner vers vous, Alain Georges, pour poser, est-ce que c'est suffisant quand même pour expliquer ce silence assourdissant des leaders africains face à une tragédie qui concerne leurs ressortissants? Même si c'est une question, même si c'est une manipulation politicienne au niveau des Européens en ce moment. Oui, je veux d'abord revenir sur ce que le docteur Wali expliquait tout à l'heure en ce qui concerne les enjeux diplomatiques de la crise migratoire. En fait, de crise, on peut parler véritablement de crise quand on voit le flux important de migrants. Et surtout, aujourd'hui, ce sont des migrants qui viennent notamment du côté de la Syrie. Alors là, par exemple, lors de mon séjour en France l'année dernière, je me suis rendu compte que de nombreuses familles syriennes dormaient pratiquement à la belle étoile. De nombreuses familles syriennes traînaient dans les bouches de métro en France. Je me suis dit, tiens, et la question justement est celle-là. Est-ce que la France n'a plus la capacité d'accueillir ces migrants? Et on a comme l'impression qu'entre ces pays, il y a comme une sorte de balle de ping-pong. Qui va accueillir plus de migrants, plus de réfugiés? Alors donc, avec aujourd'hui, il faut le dire, l'exode massif des Syriens qui fuient la guerre civile pour se retrouver, qui passent par la Turquie et qui se retrouvent donc en Europe centrale, notamment en France et en Allemagne, se pose le problème justement de la capacité. On ne sait pas, est-ce que les gouvernements européens ne font, notamment le gouvernement français ne fait pas preuve de mauvaise foi? Est-ce que c'est un problème de, on va dire quoi? Est-ce que c'est justement en direction des Français? Est-ce qu'il faut contenter l'opinion française au lieu de poser des actes, à mon avis, humanitaires? Parce que quand moi j'ai vu ces familles syriennes qui traînent et qui mendient 1 euro, 2 euros dans les métros, mais je me suis dit, attends, c'est pas possible. On ne peut pas présenter la France comme un pays de droit et voir autant de gens errer alors qu'on brantait à la face du monde que les Syriens qui ont fui leur pays pour la guerre sont pour l'essentiel recueillis et qui sont... oui, mais ça, c'est les Syriens, vous le dites. Bon, maintenant, mais moi, je vois en Méditerranée des bateaux. Donc maintenant, pour le redresser, ça pose un problème global. Voilà. Le problème de la politique migratoire, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi le flux important de Syriens, de ceux qui viennent de l'autre côté. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, nous savons tous que le passage, il y a des passages qui sont connus. C'est par le désert du Sahara, c'est pour l'Italie, à travers les côtes libyennes, ou alors par l'Espagne, par le Maroc pour l'Espagne. Alors, quel est le véritable problème? Le problème aujourd'hui, c'est que les chefs d'État et nos leaders africains sont conscients de cet exode massif. Ils sont conscients de ces exodes qui traduisent, il faut le dire aussi, l'échec des politiques, de manière générale, des politiques mises en œuvre en Afrique depuis les années 60. Il ne faut pas qu'on s'en cache. À ces raisons politiques, il y a des raisons économiques évidentes. Sur le plan politique, d'abord, nous avons la mauvaise gouvernance. Ça va de soi. C'est à mon avis un secret de polichinelle que de dire qu'en Afrique, nos politiques ne sont pas bien pensées. En Afrique, sur le plan social, on ne sait pas s'il y a même des politiques. La pauvreté est galopante, la guerre aussi. N'oublions pas, dans plusieurs contextes sociopolitiques, nous avons des situations de blocage, des situations de guerre qui amènent les populations à fuir et à trouver asile ailleurs. La pauvreté qui est endémique
qui amène les gens à aller chercher un mieux. Et c'est normal. Quand on est un être humain et quand on est accablé par la misère, le réflexe et l'instinct de survie voudraient qu'on aille lorgner le bonheur ailleurs. Ça me paraît être, à mon avis, un instinct tout à fait normal, un instinct humain. Maintenant, du point de vue économique aussi, l'Afrique, on sait, on connaît les problèmes de l'Afrique. Nous n'avons pas un tissu industriel développé. Nous n'avons pas jusque-là reçu le transfert des technologies. Nous avons pourtant des ingénieurs qui ont été formés en Europe. Mais qui allait voler ce feu, pour parler trivialement? Qui allait voler ce feu chez les Occidentaux pour venir éclairer l'Afrique? Nous restons encore au stade du réservoir des matières premières. Nous avons une industrie embryonnaire dans certains contextes quand elle n'existe même pas. Nous avons nos matières premières que nous ne transformons pas. Donc, nous avons une économie, pour ainsi dire, nous avons des économies de rente. Nous avons des économies de rente basées essentiellement sur la vente des matières premières qui, pour ainsi dire, n'amènent pas nos pays africains pour ainsi dire, à absorber la masse, cette masse de diplômés, et très souvent des diplômés, des personnes qualifiées qui sortent et qui malheureusement vont grossir les rangs des chômeurs. Oui, et c'est cet état de choses. Est-ce que ça doit justifier, une fois de plus, vous avez parlé de politique justement, oui. Alors est-ce qu'il y a une bonne analyse, Dr Waliwali, des politiques nationales africaines, et même au plan, je pourrais dire macroéconomique, au plan global, c'est-à-dire au niveau continental? Parce qu'on voit par exemple que là, l'Europe, pour parler de l'Europe, agit collectivement. Bien qu'individuellement, mais collectivement. Mais en Afrique, on se demande à quel moment, comment est-ce qu'on agit. D'abord, il y a l'échec des politiques nationales, mais même de façon collective. Et il y a... On dirait que justement, on a démissionné. Parce que ce que Alain Georges vient de dire là, on a tous ce mot qui mine les pays africains, d'accord. Mais est-ce une raison pour laisser les enfants d'Afrique, vos enfants, aller mourir sans rien faire quelque chose? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, bien entendu qu'aucune raison, ça il faut qu'on se mette d'accord, aucune raison ne peut expliquer le fait que qu'on voit ces enfants, comme vous le dites, mourir. Mais il faut toujours remettre en perspective des éléments. Hein? C'est vrai que émotionnellement, c'est parfois difficile d'accepter les images que nous voyons, mais il faut remettre cela en perspective. Et en cela, je voudrais dire deux choses. La première chose est sur justement l'idée qui consiste à dire qu'il y a un exode massif. J'aime bien rappeler une chose, et ça c'est fondamental pour nous les Africains de le réitérer toujours. Il faut quand même savoir que plus de 85% des migrations africaines sont des migrations intra-africaines. Ouais, c'est-à-dire que ce sont des migrations qui se déroulent sur le continent africain. Bien sûr. Et toutes les statistiques montrent aujourd'hui qu'il n'y a que 5% des migrations africaines qui vont vers l'Europe, spécifiquement vers l'Europe. Donc, à donner l'idée que les Européens s'agitent, parlant de la migration africaine, comme si c'était l'épouvantail qui allait déstructurer et déstabiliser l'ensemble du continent européen, j'ai toujours pour habitude de dire qu'il faut raison garder. Oui, une personne qui s'en va pour des raisons et qui va mourir en Méditerranée, un Africain qui meurt, c'est inacceptable. Parce que, effectivement, les conditions économiques, les conditions sociales, les conditions politiques ne permettent pas que ces enfants-là restent sur le continent africain. Donc, c'est inacceptable. Mais, croyez-moi, même si toutes ces conditions étaient réunies, nous savons tous dans les sciences migratoires que l'idée de la mobilité est une idée que vous ne pouvez pas enlever. La deuxième chose, c'est, parlant des politiques africaines, est-ce qu'il existe une politique migratoire africaine ? Assurément, non. Il y a de temps en temps, je dis bien de temps en temps comme ça, des réflexions qui sont menées sur l'idée, et généralement c'est toujours une idée de la libre circulation. Tout le monde dit il faut la libre circulation. On ne pense à la migration africaine que lorsqu'on parle de la libre circulation. Mais les politiques, c'est un ensemble de mécanismes qu'il faut mettre en place. Là, nous avons une occasion. Moi, j'ai participé au mois d'octobre dernier à la session continentale à Addis Abeba sur la préparation du pacte mondial pour les migrations. Bien, mais il était intéressant de voir que
les représentants africains qui étaient là à Addis Abeba avaient fait des propositions pour que chaque État africain puisse défendre justement ses particularités, justement au niveau du pacte mondial. Or, il ressort justement que de l'ensemble des pays africains, il y a un élément fondamental, il y a même deux. C'est la question de la libre circulation, qui est essentielle à mon avis, il faut l'affirmer, qui est essentielle. Et l'autre idée souvent qui est développée, qui avait été développée, qui est développée par les Africains, c'est comment on gère les flux, les transferts, justement, que les immigrés, enfin, qui sont africains et à l'extérieur, renvoient sur le continent. Il est un peu temps que nous avons également, nous en Afrique, un problème de l'immigration clandestine fondamentale. Il faut qu'on parvienne à résoudre ce problème. Le deuxième problème, c'est de comment on fait des politiques migratoires liées à l'insertion, à l'intégration justement de nos immigrés sur le continent africain. Je crois à mon sens que lorsqu'on aura fait cette étape-là, eh bien, nous savons déjà que les Africains migrent sur le continent africain, mais s'il y a ces facilités qui leur sont accordées, je crois à mon avis que l'idée d'aller vers l'Europe, elle ne va pas s'arrêter, il ne faut pas se leurrer. Elle ne s'arrêtera pas parce qu'il y a toujours... Mais je crois qu'elle sera suffisamment réduite. Donc, je pense qu'à ce stade-là, sur le continent africain, oui, effectivement, les États sont encore jaloux de leur souveraineté et traitent encore la question migratoire par pays. Il n'y a pas encore une dynamique continentale au niveau de l'Union africaine qui permette justement à chaque État, face à des situations de crise, moi j'ai du mal à qualifier cette situation de crise, mais bon, considérons que c'est une crise, pour que tout le monde puisse parler d'une seule voix. Pour une raison simple, c'est que le processus intégratif du continent, eh bien, moi j'ai écrit un papier de ce que j'ai appelé la notion de coprospérité par le bas. C'est l'idée, en fait, de Portes qui consiste à dire qu'il faut considérer l'intégration par le bas. Or, jusqu'à présent, nos mécanismes africains considèrent que l'intégration est une intégration descendante. Tant qu'on sera dans cette idée-là, en fait, nous aurons des difficultés, même pour la question migratoire, à pouvoir concevoir une politique. Je vais vous donner la parole, Alain Georges, mais auparavant, je voudrais qu'on suive cet élément de Fatou Diom, qui est romancière, qui est écrivaine, qui, dans sa posture d'écrivaine, fait beaucoup de choses par rapport à cette sensibilisation sur la question migratoire, et on va poursuivre notre débat. En Europe, la population vieillit, c'est un fait. Donc le Parti des Verts en Allemagne m'a invité en 2008, par exemple. Il réfléchissait sur l'impossibilité de fournir le même pourcentage de personnes qui partaient à la retraite que de personnes qui rentraient sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un fait. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort.
C'est Donc, exactement voilà. pourquoi il C'est faut exactement fermer des pourquoi votre frontières discours, il complètement. faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des... Monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Alain Georges, je vous passe la parole pour réagir déjà, mais vous vouliez prendre la parole avant. Bon, si ça coïncide, alors allez-y. Oui, ça coïncide avec ce que dit cette écrivaine. Je suis vraiment particulièrement séduit par l'argumentaire de cette femme. Alors effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'on laisse mourir des gens justement dans les plages, qu'on laisse mourir des gens en Méditerranée, dans l'océan Atlantique? Ça montre effectivement qu'il y a comme une sorte de distance, comme une sorte de mépris. Ce sont des Noirs, ce sont des Africains qui quittent leur continent pour allier l'Europe, la vieille Europe, qu'on considère toujours comme les Dorado. Et c'est là où je voulais revenir là-dessus pour dire ceci. Si, comme disait le docteur Wali, effectivement, les statistiques nous montrent très bien qu'en fait, quand on parle d'immigration, c'est une immigration d'abord interafricaine. C'est-à-dire la plupart des Africains qui partent, généralement, ce n'est pas pour l'Europe, mais c'est davantage souvent dans des pays africains. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que les gens veulent donc qui risquent leur vie, veulent rallier l'Europe au péril de leur vie, à tout prix et à tous les prix? Je voudrais revenir sur le complexe. C'est une donnée fondamentale. Qu'un écrivain antillais, celui qui a écrit Peau noire, masque blanc, et même Les damnés de la terre, Frantz Fanon, a consigné depuis très longtemps. Et là, je pense que ce sont les stigmates de la colonisation que nous traînons encore, comme des plaies béantes et comme des boulets. Qu'est-ce qu'on a inscrit dans l'inconscient de l'Africain? Qui ne vaut rien, et que la belle vie c'est en Europe, qui ne peut pas s'assumer tant qu'il n'est pas en Europe, et que c'est là-bas qu'on s'accomplit, et c'est là-bas, l'Eldorado, c'est là-bas le lieu idoine pour le bonheur. Les gens sacrifient tout en Afrique. Quelquefois, des gens ne sont même pas démunis. Parce que quand vous voyez très bien ce que ça coûte, nous sommes par exemple ici au Gabon, mais vous voyez l'itinéraire qui va vous mener jusqu'au Maroc en traversant le désert du Sahara. C'est une fortune. Il y en a qui dépensent des millions de francs. De quoi commencer un commerce en Afrique? De quoi s'autonomiser? Et de quoi gagner sa vie? Donc, il y a certainement, il y en a qui sont démunis, mais je vous dis même que vous ne pouvez pas être démunis si vous prenez cette route-là. Vous n'allez pas arriver. Parce qu'en fait, regardez le détour pour arriver déjà au désert du Sahara. C'est une fortune. Parce que les passeurs demandent beaucoup d'argent. Alors, les gens sont convaincus que c'est de l'autre côté de l'océan Atlantique qu'il y a le bonheur. Mais tant que l'Africain ne peut pas se dire que je préfère rester à Dakar, je préfère rester à Yaoundé, je préfère rester en N'Djamena et me battre. Et il y en a qui acceptent de le faire. Donc, cette question migratoire, on meurt en Méditerranée parce que on veut. J'ai suivi un reportage qui était à la fois pathétique et même comique des migrants qu'on ramène au Sénégal. Et il y a un qui a éclaté en pleurs, dirait « J'irai là-bas, je toucherai cet euro-là ». Pourquoi? L'euro, c'est quoi? C'est quelle monnaie? Par rapport au CFA, donc le CFA, c'est la monnaie de singe. Est-ce que nos latitudes sont aussi... nos latitudes constituent quoi? Le désert? Il ne fait pas bon vivre dans nos pays. Donc, quand on analyse la question migratoire, je vous assure qu'il faut analyser ce fait-là. Lors de mon séjour en Europe, j'ai discuté avec un ami qui est enseignant dans une université qui m'a dit... rapidement, parce qu'il faudrait qu'on évolue... Qui m'a dit, regarde l'Europe, regarde la France. Regarde ce que les gens font à la gare du Nord un peu partout. Dans des coins, regardez ce que les Pakistanais font. Ils grillent le maïs partout. Voilà, les gens meurent en Méditerranée pour venir le faire. C'est la question qu'il m'a posée. Donc, il y a ça, mais dans la tête de l'Africain, c'est là-bas. Du moment où on peut dépenser des fortunes, pourquoi avec cet argent on ne peut pas se prendre en charge et s'autonomiser et mener une activité lucrative? Alors, c'est pour ça que je pose la question au docteur Wali. Est-ce que ça ne fait pas partie de ces échecs de politique à l'interne?
c'est-à-dire même au niveau de cette conscientisation de la jeunesse, pour pouvoir la décourager à ne pas aller en Afrique. Parce que c'est vrai, le déplacement, l'immigration, le voyage, c'est dans la nature humaine. Mais néanmoins, en ce moment, c'est un fléau pratiquement. La façon, cette détermination affichée par l'exemple que vient de donner Alain Georges, montre tout simplement que quelque part, il y a quelque chose qui... Est-ce que ça ne fait pas partie de ces éléments-là sur lesquels les dirigeants africains en ce moment sont en train d'échouer, à savoir convaincre leur jeunesse que même avec le peu qu'on a, on peut vivre avec? Oui, bien entendu que c'est un échec. Mais c'est un échec collectif, j'ai envie de le dire. C'est-à-dire que, au-delà de dirigeants, regardez, moi, j'étais tout gamin, j'ai grandi dans mon village tout au sud du Gabon, et chaque fois que les vacances arrivaient, on voyait ceux qui étaient à Libreville, un peu les plus grands, lorsqu'ils venaient en vacances, c'était des stars. Et on avait tous envie de venir à Libreville parce qu'on voulait être comme eux. Et puis, vous grandissez, vous faites des études, vous arrivez à Libreville, et au fur et à mesure, vous avancez dans vos études, et puis vous commencez à gagner votre vie, et vous réalisez que tous ceux qui arrivaient et qui semblaient être des stars, en réalité, lorsque vous les voyez là où ils vivent à Libreville, dans quelles conditions ils vivent, en fait, il n'y avait pas de raison d'avoir des envies, de faire des jalousies. Mais simplement qu'ils attendaient, ils savaient que juillet arrivait, il y avait des grandes compétitions sportives, des activités au village, donc on se préparait entre mars et juin pour arriver et venir mystifier tout le monde. Il y a de cela. Voyez-vous, nous avons été en Europe, nous voyageons souvent. Lorsque nous arrivons, qu'est-ce que nous disons? Ah, mais vous êtes presque un roi. Oh, vous avez été en France, vous avez été ceci. Mais l'échec est collectif au sens où, lorsque nous revenons, beaucoup de nos frères qui sont en Europe, dans quelles conditions ils vivent? Voilà. Bien. Et s'ils ne disent pas les conditions réelles de leur existence, mais mieux, et qu'il y ait cette idée que tous les mois, on envoie de l'argent à la famille. Ça veut dire qu'il y en a à gagner. Et ça veut dire qu'il y en a à gagner. On se prépare, lorsque on a fait 3-4 ans, on n'a pas été au pays, on se prépare à venir au pays, mais on se prépare vraiment au sens premier du terme. Et on arrive avec des valises, avec tout ce qu'il y a. Donc le bonheur, c'est mais pourquoi voulez-vous que le jeune homme, la jeune fille qui est au quartier, qui vous a vu partir et qui vous voit arriver, qui voit les conditions dans lesquelles vous arrivez pendant un mois, vous devenez, comme dirait au quartier, le distributeur automatique de tout le monde. Mais il a envie d'être comme vous. Donc c'est tout à fait normal que dans la conscience, nous ayons envie d'être. Donc, il y a l'échec des politiques parce que effectivement, nos économies ne sont pas florissantes, parce que nos gouvernances ne sont pas toujours les plus orthodoxes, parce que justement, la conscientisation, les campagnes de sensibilisation pour expliquer aux uns et aux autres qu'on est mieux chez soi que d'aller ailleurs, nous avons échoué, mais nous avons échoué au sens où nous partageons l'idée toujours que lorsque nous revenons de ces pays-là, nous avons l'air d'être les plus nantis, les plus épanouis. Et donc, à partir de ce moment, pourquoi voulez-vous enfin, au nom de quoi vous voulez interdire à un enfant, à un jeune qui est au quartier d'aller, qui vous admire, pourquoi voulez-vous lui interdire d'aller exactement faire la même chose que vous? Sauf que, il faut qu'à un moment donné, et c'est intéressant, moi j'ai assisté à un atelier au mois d'octobre à Yaoundé, au cours duquel j'ai écouté des anciens immigrés, c'est-à-dire des personnes qui ont tenté l'aventure de l'immigration et qui ont fait des témoignages. Mais c'était très poignant. Lorsqu'ils vous racontent leur parcours, les difficultés, il y a une qui a été pratiquement qui a été au Liban, qui a été séquestré, qui est devenu un objet sexuel. Ouais. Mais lorsqu'elle vous parle, mais elle vous prend les tripes complètement. Et c'est important que les gens écoutent ce genre de témoignages et expliquent que c'est très bien de vouloir partir. Georges, je me permets la familiarité, a dit qu'il y a des gens qui dépensaient des fortunes, mais croyez-moi,
au cours de cet atelier, nous le savons, c'est documenté au Sénégal, au Cameroun, au Mali, mais parfois très souvent, ce sont des familles entières qui se réunissent, qui vendent ce qu'ils ont comme ressources pour envoyer l'enfant prodige. Ouais. Mais il faut qu'à un moment donné, nous ayons effectivement des capacités d'expliquer à nos jeunes que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est là où on le construit. Nous sommes au Gabon, nous sommes en Afrique. Si nous voulons construire notre paradis en Afrique, construisons notre paradis en Afrique. Allons-y de temps en temps voir ce qui se passe ailleurs, mais ne considérons pas que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez nous. Alors, nous allons poursuivre notre discussion, mais je voudrais, Fatou Diom va essayer de nous conduire encore à travers. Je vous propose cette autre déclaration, c'est pratiquement notre ligne directrice à travers ce qu'elle a dit, et puis nous réagirons sur ce plateau. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère, qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. Voilà, nous avons suivi Dr Wali. Oui, alors, c'est intéressant ce qu'elle dit. Mais j'ai envie de prolonger son raisonnement. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est que les Européens, lorsqu'ils arrivent en Afrique, puisqu'on parle du continent africain, ils ont le bon passeport et ils viennent en surpuissance. Mais il y a une facette qu'on oublie fondamentalement. Et c'est bien de rappeler aussi cela. Parce que nous, les Africains, nous avons cette espèce de culpabilité où, lorsqu'on parle de la clandestinité, on a l'impression que c'est une prérogative absolue des Africains. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Africains qui sont capables d'être clandestins. Il faut quand même rappeler que sur le continent africain, il y a des Européens qui sont établis en Afrique et qui sont des clandestins, qui sont installés de manière illégale. Je me souviens qu'au Gabon, il y a une dizaine d'années, il y a eu une crise diplomatique entre le Gabon et la France liée justement à des expulsions des étudiants français, gabonais plutôt, qui avaient été expulsés vers le Gabon. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque rappelait qu'il y avait sur le territoire gabonais 10% de Français qui étaient installés de manière illégale. Mais lorsqu'on parle de la clandestinité, on ne fait jamais mention de cela. Lorsque les Occidentaux parlent, ils ne disent jamais que oui, il y a un mouvement sud-nord, mais personne ne dit jamais qu'il y a un mouvement nord-sud et que ce mouvement nord-sud n'est pas qu'un mouvement touristique, n'est pas qu'un mouvement économique d'affaires, mais que c'est un mouvement parfois également et parfois de clandestinité. Et c'est bien pour nous, Africains,
de le réaffirmer et de ne pas se faire de complexes particuliers par rapport à cette situation migratoire. Je voulais quand même prolonger cette réflexion de Fatou Diom qui me paraît vraiment assez intéressante. Et je voudrais me tourner vers Alain Georges pour me demander si finalement le problème de la crise migratoire, pour emprunter le terme consacré en Europe, n'est finalement pas véritablement un problème de, je pourrais dire, de civilisation. C'est-à-dire, cette peur nourrie là, est-ce que ce n'est pas une peur qui a un fondement, une profondeur, une origine qui est loin d'être cette capacité à accueillir les migrants, parce que le docteur Walid l'a dit, c'est pas parce que l'Europe ne peut pas accueillir. D'ailleurs, le nombre d'Africains qui émigrent est trop peu pour ne pas être accueillis, mais c'est comme s'il y a un envahissement. Ce chapeau d'envahissement, est-ce que ça n'a pas une allure, une connotation qui ne veut pas être ouvertement exprimée? Bien sûr. L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, disait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En fait, le monde, quand il disait le monde, il voulait parler de l'Afrique. Et vous savez que Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, et ça a été sur le cheval de bataille qu'il a conduit à l'Élysée, c'était justement parce qu'il avait dit aux Français ce qu'ils voulaient entendre, à savoir qu'il devait absolument juguler, il devait maîtriser le flux migratoire, avec des quotas, avec des reconduites aux frontières, etc. Et dès qu'il est parti avec le président socialiste Hollande, je crois que, et même Macron, de moins en moins on en parle. Mais Nicolas Sarkozy a surfé sur cette vague-là, la vague migratoire. Donc il y a cette peur. Au-delà de la peur, il y a, faut le dire, ce racisme, faut le dire, il ne faut pas qu'on s'en cache. Ce racisme de ne pas recevoir les Africains, bien même on sait qu'ils sont importants pour les industries. Et nous savons que la plupart des pays européens sont des pays vieillissants. La population est vieillissante. C'est des pays qui ont besoin vraiment de la main-d'œuvre étrangère, notamment la main-d'œuvre africaine. Donc, il y a ça, mais il faudrait aussi qu'on comprenne ceci. C'est un problème de rapport de force, malheureusement. C'est un problème de rapport de force. Nous avons affaire aux puissants. Et justement, comme elle le disait, quand c'est des Français ou qui vont ailleurs, parce que le phénomène de migration est un phénomène mondial et qui date de très longtemps. Autant on a les Africains qui estiment que c'est mieux pour eux de vivre en France ou en Allemagne, autant on a les Américains, on a les Indiens, on a les Français, les Allemands, qui trouvent qu'il est convenable de vivre en Afrique, où ils estiment qu'on vit mieux, où on peut tirer de substantiels dividendes de ces activités et ils évitent même leur pays en disant que ça coûte trop cher dans leur pays. Et ils préfèrent vivre ici et quelquefois, ils préfèrent thésauriser suffisamment pour peut-être aller passer leur vieux jour. Vous voyez, c'est finalement une question de convenance personnelle. Chacun se sent à l'aise où il veut, où il peut, mais l'Europe, sur ce plan, est hypocrite. Elle est hypocrite parce que, justement, même si les flux ne sont pas suffisamment importants, mais on a comme l'impression qu'on regarde toujours avec suspicion, on regarde toujours avec un esprit malicieux, un esprit de critique malade. Ce qui vient de l'Afrique, c'est comme si c'était la peste et qu'il fallait s'en méfier et qu'il fallait tenir ces migrants africains à distance. Et regardez le concept qui paraissait, comme disait l'écrivain tout à l'heure, qui me paraissait un concept totalement faux de ce qu'on appelait l'immigration choisie. Mais attendez, vous avez tous suivi l'affaire Gassama, le Malien qui a sauvé... qui a reçu pratiquement la nationalité 24 heures après. 24 heures après, qui a sauvé cet enfant français. Même si dans les réseaux sociaux, les gens ont dit, mais qui a finalement sauvé? Est-ce que c'est l'enfant qui a sauvé le Malien ou c'est le Malien qui a sauvé l'enfant? Alors maintenant, comme nous allons vers la sortie de cette émission, comme je disais une fois de plus, le problème est tellement important que ce n'est pas en une petite heure qu'on peut épuiser. Loin de là, on ne fait que l'entamer d'ailleurs. Mais je voudrais me tourner vers vous, docteur Waliouali, pour que vous analysiez un peu cette approche des Européens de vouloir installer les camps de traitement en territoire autre qu'européen. C'est vrai que leur dernier sommet, sont tombés sur un accord, le sommet qui a eu lieu vendredi dernier, à la fin du mois, le dernier week-end, là, à la fin du mois 29 juillet, 28-29 juin, ils sont tombés d'accord pour qu'il y ait quand même des camps, ils appellent ça des camps d'accueil
en Europe, mais voir ce qui peut être fait à l'extérieur du continent. Et on sait qu'en Afrique, la France a déjà obtenu du Niger, par exemple, d'abriter, d'accueillir un centre de ce que moi j'appelle centre de tri des bons migrants, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que vous pouvez analyser que certains pays, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une action que je pourrais dire collégiale ou collective. Si l'Afrique ne parle pas d'une seule voix et que chacun, par rapport à ses options, entérine une politique qui, de façon évidente, ne convient pas pour tout le monde, tout simplement parce qu'à un certain moment, et contre quoi parfois de quelques subsides, tout simplement. Comment est-ce que vous pouvez apprécier que des dirigeants ne puissent quand même pas, pour un minimum, s'entendre sur la façon d'approcher les problèmes de migration? Oui, alors avant de vous répondre directement à votre question, juste dire un mot par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Justement, c'est bien d'apaiser le débat et de dire que en fait, la question migratoire, c'est une question qui engage l'ensemble du monde. En fait, aller s'établir où on veut, c'est un droit, le droit de la circulation. Hein, c'est un droit inaliénable, donc qui a bien été défendu déjà depuis très longtemps. Et donc c'est important de le rappeler. Peut-être, enfin pas peut-être, en fait, le cas des Africains, il fait grand bruit parce que simplement, bon, parfois les voies qui sont empruntées ne sont très difficiles, et c'est pour ça qu'il y a du bruit. Maintenant, sur la question africaine, tout est là encore une question de souveraineté des États. Le problème, c'est que l'Union africaine aujourd'hui, il faut interroger l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine est une délégation de souveraineté, est un transfert de souveraineté, même d'une partie de souveraineté, peut-être pas de l'intégralité de souveraineté, ou bien l'Union africaine n'est encore qu'un rassemblement d'une discussion sur les éléments qui engagent la vie du continent? Si jusqu'à présent, l'Union européenne arrive à parler d'une voix, même si parfois les intérêts sont divergents, ben c'est bien parce que l'Union européenne a réussi à construire quand même un cadre de défense commun des intérêts de l'Union européenne, de l'Europe. Or, jusqu'à présent, les États, la puissance des États dans l'Union africaine est encore telle que, au fond, l'Union africaine n'a pas la capacité de porter de manière très forte justement une voix de l'ensemble. Mais ça, c'est lié aussi à une chose. Vous avez 53 États. 53 États, mettre d'accord 53 États sur des politiques communes, c'est quand même très complexe. Donc, je vais juste, vais mettre juste un peu de l'eau dans le vin pour dire que cette Union africaine n'a même pas les moyens de s'autonomiser, de se financer, puisque les financements sont même pour financer. Vous savez bien que on a besoin de l'aide financière européenne. Oui, exactement. Vous savez que, alors, mais justement, parce que après le sommet, pour vous redonner la parole, docteur, pour que vous terminiez ce que vous étiez en train de dire, rappelant tout simplement que le sommet que je viens d'évoquer tout à l'heure s'est tenu, n'est-ce pas, à une semaine du sommet de l'OU, de l'Union africaine. Alors, et on voit ce que les Européens ont convenu de faire, mais néanmoins, dans l'agenda actuel qui a eu lieu lors de ce sommet de 31e sommet de Nouakchott, l'agenda officiel, il ne ressortissait de nulle part la question migratoire. Oui, mais alors, ça veut dire que même par simple évocation, on ne peut pas examiner la question. Oui, ça revient à une chose. Il faut pas perdre de mémoire un élément. C'est que on a parlé de la politique française avec le président Sarkozy. Mais souvenez-vous que lorsque le président Sarkozy a décidé de signer des accords migratoires avec les États africains, ben, ces États ont signé des accords bilatéraux. Or, ce qui aurait été convenable, c'est de signer des accords multilatéraux. À partir de ce moment, en réalité, ce que je disais au début de notre échange, c'est que jusqu'à présent, la question migratoire au niveau de l'Union africaine n'est pas encore une question d'intérêt transversal, ça reste encore une question d'intérêt des États. C'est-à-dire que chaque État agit et met en place une politique, quand il y a une politique, encore au niveau de ses intérêts particuliers. Et donc, il faut petit à petit parvenir à ce que les États
puisse gérer la question migratoire au niveau de l'Union africaine. Mais cela, on peut le comprendre aussi. C'est que l'ampleur de la migration n'est pas la même pour tous les États. On a dit qu'on connaît les États des migrations. Le Sénégal, le Mali. Le Cameroun, le Burkina, le Nigeria. Mais on connaît aussi les États d'immigration, le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria également. Ça veut donc dire que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et pour les autres États, bon, oui, il y a la question migratoire, mais est-ce qu'ils sont directement atteints? La réponse, c'est non. À partir de ce moment, bon, c'est une question qui ne s'impose pas de soi à l'agenda de l'Union africaine. Donc, à notre question, migration africaine, quel agenda pour les dirigeants africains? Pour le moment, il n'y a pas un agenda clairement établi parce que les enjeux et les intérêts pour chaque État ne sont pas les mêmes. Alors, Alain Georges, vous partagez qu'il n'y a quand même pas, c'est une évidence, il n'y a pas. Oui, il n'y a pas de. Mais est-ce que c'est justifié quand même? Nos chefs d'État se restent muets sur la question. Moi, j'ai comme l'impression que pour plusieurs chefs d'État, bon, ceux qui veulent partir, bon, on les laisse partir. Peut-être même que c'est des empêcheurs. Mais est-ce que il n'y a pas une des empêcheurs de faiblesse en ce sens qu'on ne veut même pas moins discuter de façon, je pourrais dire, collective. Il y a eu le sommet Union européenne et Union africaine à Abidjan en novembre 2017. À ce moment-là, le problème, c'est de savoir pourquoi ces jeunes prennent justement, pourquoi ils prennent ces chemins. On l'a expliqué. Mais on l'a expliqué, c'est parce que les pays européens, nous savons tous que pour aller dans un pays, on doit avoir un passeport en cours de validité et solliciter un visa. Mais dans nos pays respectifs, allez demander un visa. C'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. La porte est fermée déjà à ces migrants. Donc tout part de là. Et voilà pourquoi ces jeunes prennent des chemins détournés. Désolé pour ça, désolé pour ces jeunes qui continuent. Désolé, n'est-ce pas, une fois de plus, de ce qui nous arrive et que jusqu'à présent, quand même, malgré l'acuité de la question, parce que c'est quand même des dizaines de milliers de jeunes Africains qui meurent en Méditerranée, qui sont traités de toutes sortent humiliés de n'importe comment, que ce soit en Europe, que ce soit au désert méditerranéen, au désert sahélien, sur les côtes libyennes et tout cela. Il faudrait quand même qu'à un certain moment qu'on dépasse, n'est-ce pas, les simples émotions conjoncturelles, comme ça a été le cas lors de cet esclavage des Libyens, des Noirs en Libye. À ce moment-là, on a vu l'Afrique frémir, mais après, plus rien. Je pense que néanmoins, on peut quand même dans ce contexte actuel, l'Afrique devrait pouvoir au moins élever la voix, parce que le pape François l'autre jour a donné une interview estimant demandant à l'Europe de cesser d'exploiter l'Afrique. Mais je ne sais pas pourquoi les dirigeants africains eux-mêmes ne peuvent pas dire que bon, vous nous exploitez ou bien on traite, peut-être on sait, mais quand même essayer d'améliorer les conditions d'accueil de ceux-là qui sont parvenus à arriver quand même chez vous. C'est la moindre chose qu'on puisse demander à ce genre. Je voudrais qu'on suive Fatou Diom et nous allons nous dire au revoir juste après. Pour moi, ce qui serait utile, c'est de dire, OK, on a un passé commun avec des choses négatives. Maintenant, imaginons des choses positives entre nous aujourd'hui. Donc, il faut que l'Afrique perde son complexe d'infériorité, son complexe colonial, et commence à regarder l'Europe comme un partenaire de négociation d'égal à égal. Et il faut que les Européens perdent leur complexe colonial aussi, leur complexe de supériorité. Donc voilà, et quand ils nous regardent, c'est pas l'Africain, c'est mon semblable être humain qui a les mêmes droits que moi. Donc il faut qu'ils arrêtent d'exploiter l'Afrique et de nous donner les restes de ce qu'ils nous prennent et nous vendre ça comme de l'aide humanitaire. Donc voilà, il y a des complexes des deux côtés. L'Afrique, le complexe d'infériorité, l'Europe, le complexe de supériorité. Et alors, aller faire de l'aide humanitaire en Afrique, vous savez, quand les Européens viennent investir en Afrique, ils appellent ça de l'aide au développement. Mais ils viennent gagner de l'argent, c'est tout bêtement et cyniquement du business. Donc il faut juste qu'ils soient assez intègres pour dire on fait des affaires avec les Africains. Et puis il faut que les Africains aussi arrêtent de se lamenter sur leur sort. Ah, la colonisation, je suis désolé. Maintenant, quand quelqu'un détourne des milliards de son pays, ce n'est pas la colonisation. Voilà, ce sont les défaillances des dirigeants africains d'aujourd'hui. Il faut arrêter de se dédouaner à bon compte. Voilà, pour se regarder maintenant d'égal à égal et réclamer un monde meilleur et pacifiste. Voilà.
Merci Alain Georges Banasoubek d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons essayé de discuter nous avons développé des arguments pour essayer d'apporter notre contribution à ce débat, mais je pense que nous aurons d'autres occasions de continuer ce débat. C'est votre dada, les problèmes de migration de population, Dr Wali. Je pense que nous allons continuer à ouvrir ce dossier pour sensibiliser davantage la jeunesse africaine, si elle peut comprendre quand même qu'on peut avoir du bonheur, qu'il y a même du bonheur en Afrique. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de la Belle Télévision, merci d'avoir été des nôtres ce soir une fois de plus. Merci de votre fidélité à notre chaîne panafricaine et internationale. C'est votre chaîne La Belle Télévision et Radio, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Bonsoir.